Investir en immobilier neuf. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Investir en immobilier neuf. Alors pour rappel évidemment du contexte, c'est vrai que lorsque l'on pense investissement, on pense très souvent à investir dans l'immobilier ancien. Mais évidemment aujourd'hui je voulais aborder l'investissement dans l'immobilier neuf. On n'y pense pas toujours et pourtant ça peut être une bonne piste pour vous. Que ce soit d'ailleurs acquérir un appartement d'habitation ou alors par exemple des murs de commerce, des bureaux ou des entrepôts en immobilier neuf. Et oui, cela existe aussi. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Nous démarrons le sujet. Alors nous allons voir ce sujet en 11 points. Vous allez voir, c'est un podcast qui va être un peu plus condensé en informations. Donc n'hésitez pas bien sûr à le réécouter pour évidemment avoir l'entièreté des informations. Et puis bien sûr j'attends vos messages. Si vous souhaitez m'envoyer un message, vous savez, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors le premier point, l'acquisition en immobilier neuf, c'est souvent ce que l'on appelle acquérir en VFA. C'est quoi la VFA? C'est ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement. Cela signifie que vous allez acquérir sur plan, vous n'allez pas forcément voir le bien immobilier, tout dépend bien sûr du moment de la commercialisation du bâtiment, évidemment. Vous pouvez investir également ce qu'on appelle en queue de programme, à la fin d'un programme immobilier, mais la plupart du temps, vous allez acquérir en vente sur plan et donc la loi vous protège, notamment avec ce que l'on appelle la GFA, la garantie financière d'achèvement. Quelle est cette garantie? Lorsque le promoteur immobilier va justement préparer le dossier, monter son opération immobilière, il va contracter auprès d'une banque ou d'une assurance une garantie financière d'achèvement. Cela signifie que si ce promoteur est défaillant, la banque va se substituer et prendra bien sûr les intervenants nécessaires pour finir votre appartement ou votre maison, puisque on peut aussi acquérir en VFA une maison. Alors ça, c'est une assurance évidemment non négligeable pour un acquéreur, pour un investisseur tel que vous, évidemment, de pouvoir bénéficier de cette garantie. Alors, il faut savoir souvent que cette opération est montée sous une structure juridique spécifique, notamment sur un support comme une SCCV, une Société Civile de Construction Vente, qui va porter le projet du promoteur immobilier tout au long de la construction, du début jusqu'à la fin. Cette société n'a que cette vocation que de porter le projet. Elle va s'éteindre ensuite et bien sûr elle fait partie de la holding, donc de la société mère du promoteur immobilier. C'est la raison pour laquelle souvent vous verrez SCCV, le nom du promoteur et le nom de la rue du bien immobilier. Elle porte le projet. Alors, lorsque vous faites justement une acquisition en VFA, vous allez signer 2 actes. Le premier acte, c'est votre contrat préliminaire de réservation ou compromis de vente si les locaux sont achevés, si vous acquérez à la fin du programme. Puis ensuite, évidemment, votre acte de propriété chez votre notaire, chez le notaire acquéreur. Alors, associé bien sûr à ce contrat préliminaire de réservation, vous allez avoir bien sûr la notice descriptive des travaux de votre appartement, de votre maison, de votre bureau, entrepôt, etc., donc de votre bien immobilier, et puis les différentes annexes. Donc ça fait évidemment un gros pavé. À cela, comme vous allez acquérir la propriété sur plan, vous allez acquérir évidemment au fur et à mesure de la construction. C'est l'avantage aussi, vous payez au fur et à mesure que votre bâtiment se construit. Alors souvent, vous allez donner par exemple 5% à la réservation, 15% à la DROC, déclaration d'ouverture de chantier par exemple, 25% en fondation
40% au mur, 60% lorsque nous sommes hors d'eau, 75% hors d'air, 95% à la déclaration d'achèvement et 5% à la remise des clés. C'est un exemple évidemment d'échéancier. Alors quelques promoteurs, je vais vous en citer plusieurs évidemment, que vous allez rencontrer lorsque vous allez faire vos différentes recherches. Vous avez déjà le site immobilier Se Loger Neuf, Imo Neuf, qui vous permet évidemment de collecter des annonces. Vous savez, vous avez des sites spécialisés. Dans les promoteurs, vous allez avoir bien sûr Bouygues, Kaufman et Broad, Nexity bien sûr, et Altarea Cogedim, pour citer bien sûr les principaux, mais il y en a de très nombreux. Deuxième point, lorsque vous acquérez en vente en VFA, donc dans l'immobilier neuf, vous allez avoir ce que l'on appelle des frais de notaire réduits. C'est le gouvernement qui a mis en place cette taxation réduite avec un pourcentage par rapport au prix de vente de 2,8%. Donc c'est très intéressant évidemment. A contrario d'acquérir dans l'immobilier ancien, bien sûr, vous êtes à 8% de frais de notaire pour rappel. Troisième point, vous allez avoir ce qu'on appelle des aides primo-accédants. C'est quoi les aides primo-accédants ? Notamment si vous acquérez pour la première fois, vous allez avoir, je vous en parle régulièrement, le PTZ, le prêt à taux zéro. Il vous permet de financer jusqu'à 40% de votre opération. Il est réservé aux personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale durant les 2 années précédant la demande de prêt. Donc ça aussi, ce n'est pas négligeable. Ce prêt va contribuer bien sûr à l'acquisition de ce logement dans toutes les zones. Il va falloir évidemment respecter un plafond de revenus en fonction de la zone géographique et de la composition de votre foyer. Donc ce qui signifie que ce prêt est soumis bien sûr à certaines conditions. Ensuite, le remboursement, comment ça se passe ? Ça se passe en 2 phases, une période de différé de 5 à 15 ans, suivie d'une période de remboursement des sommes dues de 10 à 15 ans, soit une durée totale du prêt de 20 à 25 ans. Donc vos revenus de référence sont vos revenus fiscaux de l'année N-2, mais à compter de janvier 2022, donc bientôt, les revenus seront pris en compte pour les revenus de l'année de l'émission de l'offre de prêt. Il y a une petite subtilité. Ensuite, autre aide, vous avez ce que l'on appelle le PASS, le prêt d'action sociale. C'est un prêt conventionné qui concerne lui aussi votre résidence principale. Il peut servir aussi à financer des travaux dans un logement existant pour améliorer la performance énergétique, l'agrandir ou transformer un local en bien d'habitation. Donc ça peut être aussi intéressant. Les conditions de ressources sont alignées sur celles du PTZ. Donc grâce à ce prêt, vous allez pouvoir financer la totalité de l'opération, à l'exception des frais de notaire et des frais d'agence, bien sûr, si vous passez par un professionnel de l'immobilier. Il va donc falloir avoir un minimum d'apport personnel pour financer ces différentes dépenses. Il peut être remboursé sur une durée comprise entre 5 et 30 ans, voire 35 ans, ce qui constitue une entorse justement aux règles émises par le Haut Conseil de la stabilité financière, comme vous le savez, puisque la limite actuellement du remboursement est de 27 ans maximum au jour d'aujourd'hui où je vous parle évidemment. Ce prêt est garanti par l'État, donc les banques font moins de difficultés bien sûr pour l'accorder, contrairement à un prêt classique. Donc évidemment, c'est très intéressant pour vous. Elles doivent respecter des plafonds définis par la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété qui sont légèrement supérieurs au taux de l'usure applicable selon la durée de remboursement de ces taux. Ces taux sont nets, c'est-à-dire qu'ils renvoient au TAEG, donc au taux annuel effectif d'eau global, qui agrège tous les frais nécessaires à l'obtention du prêt, dont l'assurance emprunteur. Donc ce texte est issu d'une source magnolia.fr, donc n'hésitez pas à évidemment regarder ce site. Ensuite, lorsque l'on acquiert dans l'immobilier neuf, vous avez des garanties. Et ça, c'est très important. Évidemment, vous ne les avez pas, ces garanties, dans l'immobilier ancien.
Ça va être notamment la garantie des vices et de non-conformité apparents, qui est régie par l'article L 1642-1 du Code civil. Garantie d'1 mois des vices et non-conformités. Il prend effet le jour de la livraison du bien. Vous disposez donc d'un délai d'1 mois pour dénoncer les vices et les non-conformités apparentes, puisque lorsque, évidemment, vous allez prendre possession, livraison de votre appartement ou de votre maison, vous allez commencer à vivre dedans. Donc, c'est tout à fait cette garantie-là. Ensuite, vous désignez le vendeur en justice, donc votre promoteur, s'il y a un sujet évidemment, dans un délai d'1 an et d'1 mois à compter de la date de livraison du bien. Par exemple, ça peut être une rayure sur une vitre, un papier peint décollé, ou encore du parquet, du carrelage non conforme à votre notice descriptive. Bien sûr, je vous recommande très fortement de le mettre dans votre procès verbal des réserves. Tout simplement, lorsque vous faites l'état des lieux, votre procès verbal de réserve, lorsque justement vous allez prendre possession avec le promoteur, lorsqu'il vous transmet les clés, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est cette garantie. Deuxième garantie, c'est ce qu'on appelle la garantie biennale ou de bon fonctionnement. Elle est régie par l'article L 1792-3 du Code civil. Elle concerne les éléments d'équipement d'un ouvrage non couvert par la garantie décennale. En l'état actuel de la jurisprudence, ces éléments d'équipement doivent être livrés avec l'ouvrage et installés avant sa réception, être dissociables de l'ouvrage, c'est-à-dire sans détérioration et enlèvement de matière, mais pas seulement adjoints à l'ouvrage. Notion importante pour certains appareils électriques, ne pas rendre l'ouvrage impropre à sa destination en cas de dommage ou de retrait, c'est-à-dire évidemment si vous ne pouvez plus habiter votre appartement ou votre maison, c'est ça, rendre impropre à sa destination. Ne pas permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, être voué à fonctionner. Par exemple, des sanitaires, la robinetterie, votre évier, des radiateurs, le chauffe-eau, la chaudière, certains appareils domotiques, les interphones, les volets électriques, les systèmes de ventilation, de climatisation, vos éléments de cuisine équipés s'ils sont encastrés dans l'ouvrage, les plafonds suspendus, les cloisons mobiles, les portes, les fenêtres ouvrantes seules sans les huisseries, puisque ça c'est la garantie décennale. Ensuite, les éléments dissociables inertes comme les peintures, les enduits, les moquettes, les parquets, etc., eux sont couverts durant 5 ans par la responsabilité contractuelle de droit commun. Alors, le délai de cette garantie court durant 2 ans, puisque c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la biennale, après la date de réception des travaux. Cette date de réception est donc fondamentale et doit être formalisée par votre maître d'ouvrage, c'est-à-dire le promoteur et l'entrepreneur, pour définir précisément le début et la fin de cette garantie. Il est bon de savoir que le dommage doit avoir été constaté durant cette période de 2 ans, mais la réparation peut se faire évidemment après ce délai. Pour demander la réparation de ces fameux dommages, il est nécessaire d'envoyer au plus tôt une lettre de mise en demeure. C'est logique, évidemment, n'attendez pas d'envoyer votre lettre. Faites-vous accompagner par un avocat éventuellement. Ça peut être évidemment une très bonne chose, cela va sans dire. En cas de désaccord ou de difficulté pour faire intervenir le professionnel, il est nécessaire de faire appel à la juridiction compétente, donc vous le voyez, sinon il faudra faire appel plus haut, comme le TI, tribunal d'instance, pour les litiges inférieurs ou égaux à 10 000 €, ou le TGI, tribunal de grande instance, pour les litiges supérieurs. Ensuite, alors la garantie qui est très connue de vous tous, c'est la garantie décennale. Donc cette garantie décennale, elle pèse sur les constructeurs, sur votre promoteur bien sûr. Elle couvre certains dommages pouvant affecter une construction dans sa solidité ou la rendant impropre à sa destination, et ce pendant une durée de 10 ans à compter de la date de réception des travaux. Donc souvent, il faut savoir que le promoteur va réceptionner les travaux et va vous livrer après. Donc du coup, la décennale a déjà couru quand vous êtes livré. Pour être couvert, bien sûr, les dommages doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa
destination de par l'affectation d'un de ces éléments constitutifs ou d'équipement. Il peut s'agir par exemple de fissures, de glissements de terrain ou de défauts d'étanchéité. Cela peut concerner bien sûr la toiture, la charpente, les murs. Voilà, ça ce sont des exemples. Alors, le constructeur doit obligatoirement être couvert par une police de responsabilité civile décennale au moment de l'ouverture de chantier. Donc, demandez évidemment tous les documents. L'assurance obligatoire s'applique pour tous les travaux exécutés en France. La réception du chantier marque le point de départ officiel de cette garantie. Donc, c'est très très important évidemment de connaître toutes les dates. Le constructeur est déchargé de cette garantie à la fin du délai de 10 ans, puisqu'on a dit que c'était une décennale à compter de la date de réception des travaux. Dernière garantie, c'est la garantie, ce qu'on appelle de parfait achèvement. Comme son nom l'indique, évidemment, ça signifie que c'est l'achèvement du bien. Donc cette garantie est calculée à compter de la date de réception des travaux pendant 1 an. Ainsi, donc l'entrepreneur qui a réalisé les travaux sera tenu de réparer l'ensemble des désordres que vous aurez signalés au cours de cette année. À la livraison de votre bien, ne négligez pas l'étape, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du procès verbal de livraison avec ou sans réserve, évidemment avec le représentant de votre promoteur immobilier ou le promoteur lui-même. Notez bien sûr toutes les réserves, en règle générale, il y en a toujours. Vous aurez 1 mois pour émettre des réserves sur les malfaçons, les défauts de conformité. Soyez très vigilants, prenez votre temps, prenez des photos. En règle générale, le promoteur a un outil justement où il va faire des photos, tout repérer sur un plan et ensuite bien sûr il envoie ces données aux entreprises qui vont revenir faire les travaux, lever les réserves et donc du coup ça sera soldé après. Alors vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par un professionnel pour la remise des clés. Un architecte par exemple peut très bien vous accompagner. Alors quel est l'avantage d'acquérir dans l'immobilier neuf ? Cela va surtout vous apporter un confort évidemment dans votre habitation, dans votre maison, dans vos bureaux. Et surtout, les pièces sont bien conçues. Ça, évidemment, les pièces sont bien carrées, vous pouvez bien les meubler. Donc, c'est toujours plus intéressant, évidemment, d'acquérir dans l'immobilier neuf, quitte à faire déplacer, des cloisons par le promoteur. Si c'est possible, vous savez que vous avez accès aux travaux modificatifs. Ensuite, vous avez des matériaux constructifs. On va parler des labels ensuite, mais vous avez évidemment des matériaux de qualité, souvent à la norme NF, norme française. Vous pouvez tout à fait avoir ce qu'on appelle aussi des matériaux biosourcés, comme par exemple la paille, le bois, avec de la récupération des vêtements pour l'isolation, le béton de chanvre, les fibres de verre, etc., composite de bois, ce qui va apporter bien sûr une plus-value, c'est ce qu'on appelle une valeur verte à votre bien immobilier. Donc ne négligez pas évidemment ces aspects, cela va être très important pour vous. Alors ensuite, justement, on va parler des différents labels et des normes. Alors, il faut savoir que tous les bâtiments, actuellement, sont construits selon la RT 2012, la réglementation thermique 2012. Ce n'est pas un label, ce n'est pas une certification, c'est une réglementation obligatoire. Mais bon, c'était bon, évidemment, de le rappeler. Elle s'applique, cette réglementation, au chauffage, à l'éclairage, la ventilation, la climatisation et l'eau chaude. Dans son objectif, je vous le rappelle, est de maintenir la consommation énergétique sous le plafond de 57,5 kWh par mètre carré par an. Donc pour vous, évidemment, en tant qu'acquéreur, cela signifie que vous allez payer évidemment moins de factures énergétiques, que la conception et l'isolation seront assurées pour vous assurer une bonne performance énergétique, une température intérieure la plus stable possible et par ricochet, bien sûr, la plus confortable évidemment possible. Donc un programme immobilier respectant la réglementation thermique 2012 bénéficie d'une plus-value certaine à la revente. C'est ce qu'on appelle la valeur verte, je vous le disais tout à l'heure.
parce que cela consomme 5 fois moins d'énergie qu'un bien immobilier ancien. Donc évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a pas photo. Alors ensuite, parlons de labels, Effinergie, Bepos Effinergie, etc., etc. Vous le savez, certains promoteurs optent pour des labels, puisque ça va valoriser votre bien, NFHQE par exemple, norme française haute qualité, ou Effinergie et Bepos Effinergie. Donc chacun, évidemment, de ces labels va améliorer l'efficacité d'un bâtiment. L'empreinte carbone, par exemple, Effinergie Plus exige une réduction de 20% des consommations conventionnelles d'énergie primaire par rapport à la réglementation actuelle RT 2012, soit une consommation moyenne à 40 kWh par mètre carré par an. Donc évidemment, vous consommez peu. Ensuite, vous avez le label Bepos Effinergie. Donc ce label va valoriser les bâtiments consommant peu d'énergie non renouvelable et qui produisent sur site beaucoup d'énergie renouvelable avec un bilan carbone plus favorable. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez par exemple le NF Habitat, norme française Habitat. Donc ce label certifié va au-delà des règles définies par le Code de la construction et de l'habitation. Il doit se conformer strictement à un référentiel de performance du bâtiment. Il y a des exigences techniques, organisationnelles, vérifiées par un organisme indépendant. Vous avez un bureau de contrôle qui vérifie. Donc ces contrôles portent sur la qualité de leur organisation des services apportés aux acquéreurs, donc c'est-à-dire pour vous, et des ouvrages, mais aussi sur la résilience vis-à-vis des risques, le bâtiment connecté, la biodiversité et l'économie circulaire. On parle évidemment beaucoup de ces sujets actuellement. Donc, votre bien immobilier va bénéficier d'une diminution sonore de 3 décibels, par exemple. 3 décibels, ça n'a l'air de rien, mais c'est un plus grand confort. Et ce type de bâtiment est d'ailleurs 2 fois plus silencieux qu'un bien immobilier, évidemment, normal. Ensuite, vous avez le label NF Habitat HQE. Donc, le promoteur va s'assurer de l'utilisation de matériaux écologiques, s'assurer du respect de l'environnement dans ses moindres détails tout au long du chantier. Donc ça, c'est excessivement contraignant. L'objectif est de limiter au maximum l'impact environnemental de la construction. Ensuite, vous avez le label Habitat et Environnement. Donc, ce label a pour objectif de prendre en compte la préservation de l'environnement tout au long du cycle de la vie du bien immobilier. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on rajoute des couches. Le promoteur doit répondre à des obligations comme le management environnemental de l'opération, le chantier propre, l'énergie, la réduction de l'effet de serre, le choix des matériaux, l'eau, la gestion de l'eau, le confort, la santé et les gestes verts. Ensuite, plus contraignant encore, le label bâtiment biosourcé. Je vous en parlais tout à l'heure. Ce label permet d'identifier les opérations qui utilisent des matériaux biosourcés comme le bois, le chanvre, la paille, etc. Et ça va réduire évidemment les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, vous allez avoir bien sûr le label BBCA. Alors BBCA, ça vise à diminuer l'empreinte carbone de la construction en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pendant la construction, mais aussi durant l'ensemble du cycle de vie des matériaux. Pour atteindre cet objectif, donc le promoteur doit mixer les matériaux, faire appel à des énergies faiblement carbonées et des énergies renouvelables. Donc l'immeuble doit pouvoir stocker le carbone avec des matériaux biosourcés. Enfin, l'économie circulaire doit faire partie du fonctionnement de votre immeuble. C'est très très rare, évidemment, ce type de construction. Ensuite, 9e point, pourquoi on investit dans l'immobilier neuf ? Ce sont aussi des produits ce que l'on appelle de défiscalisation. Vous avez entendu ce terme. C'est pour réduire vos impôts, notamment la loi Pinel, qui va vous permettre de réduire vos impôts de 21% maximum pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Sur les 6 ans,
c'est 12%, 9 ans 18% et 12 ans 21%. Cette réduction d'impôt n'est applicable que sur 2 biens immobiliers maximum par an selon les zones. Évidemment, et attention parce que il y a des prix et vos locataires doivent avoir un certain revenu et c'est plafonné. Donc évidemment, c'est pas toujours très intéressant et surtout, évidemment, le prix de l'immobilier de ce type d'immeuble est souvent surévalué. Donc attention. Alors, le dixième point, le 10e sujet, c'est pourquoi on investit dans le neuf. C'est pour acquérir sa résidence principale. Parce que comme je vous le disais, lorsque l'on acquiert un appartement ou une maison, évidemment, dans l'immobilier neuf, c'est plus confortable. Vous n'avez pas de travaux pendant 10 ans. Vous êtes tout de suite installé. Et ça, évidemment, c'est très, très intéressant. Alors, avant de parler de la suite, vous pouvez me suivre bien sûr sur les différents réseaux sociaux, vous inscrire par exemple à mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous publie régulièrement donc des articles et je fais des lives le samedi à 18h. Ensuite, vous avez mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, évidemment, où je vous ai créé un lexique juridique via des vidéos de 15 secondes pour un apprentissage accéléré. Et puis, bien sûr, je fais aussi des rooms sur Clubhouse, donc c'est des lives, évidemment, audio. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager les podcasts, mes podcasts à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par ce sujet. Alors, pour continuer, vous avez aussi toute la partie de l'immobilier commercial. Investir dans l'immobilier neuf, c'est évidemment investir dans l'immobilier commercial. Vous savez que vous pouvez tout à fait acquérir, si vous êtes chef d'entreprise, vos bureaux, vos entrepôts, vos murs de commerce aussi, ça se fait aussi. Donc c'est toujours évidemment beaucoup plus intéressant d'acquérir évidemment votre outil de travail pour ensuite créer votre fonds de commerce. Donc n'hésitez pas, regardez évidemment, élargissez vos écoutilles, on en parle peu, mais évidemment cela existe. Voilà, c'était tout pour ce podcast évidemment un petit peu plus long que les autres, mais bien sûr vous pouvez l'écouter et par petits bouts et le réécouter. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt au prochain podcast. Portez-vous bien et bon investissement. Ciao, ciao.